Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir pour l'actualité européenne et internationale de ce mercredi 5 juin. Voici les titres de ce journal. Les commémorations du 75e anniversaire du débarquement en Normandie, elles ont débuté aujourd'hui à Portsmouth en Angleterre en présence des chefs d'État et de vétérans. Une cérémonie émouvante qui se poursuivra demain en France. Dans ce journal, nous écouterons les récits de vétérans du D-Day. Il y a 75 ans, ces hommes traversaient la Manche pour affronter l'armée allemande et libérer l'Europe. Des témoignages uniques pour l'histoire. L'actualité, c'est aussi cette rencontre de poids à Moscou entre Vladimir Poutine et Xi Jinping, les présidents de deux des plus grands pays au monde. Ils entendent donner une nouvelle impulsion au partenariat entre la Russie et la Chine. Et puis à la fin de ce journal, vous découvrirez ce documentaire consacré à un ténor de légende, Luciano Pavarotti, mort il y a près de 12 ans, maître incontesté de l'opéra et une voix à vous donner des frissons. Bienvenue, il y avait beaucoup d'émotions aujourd'hui à Portsmouth en Angleterre où ont débuté les commémorations du 75e anniversaire du débarquement en Normandie. Des chefs d'État et des vétérans se sont retrouvés dans cette ville portuaire où embarquèrent le 5 juin 1944 des milliers d'hommes à destination des côtes françaises afin de libérer l'Europe de l'emprise nazie. Retour sur cette première journée de commémoration avec Laurence Alexandrovitch. Ils ne sont plus que 300 vétérans à Portsmouth ce 5 juin. Il y a 75 ans, ils étaient dans la fleur de l'âge, défendant avec ferveur ou contrainte le monde libre de l'oppresseur nazi. Aujourd'hui, c'est en s'appuyant sur une canne qu'ils reçoivent l'ovation du public et des dirigeants de 16 pays pour cet anniversaire du débarquement, le dernier sans doute qui permettra de saluer ces héros ordinaires. C'est avec humilité et plaisir, au nom du pays tout entier, et en fait, de tout le monde libre, que je vous dis merci. Donald Trump a lu une prière que son prédécesseur Franklin Roosevelt déclama à la radio au soir du 6 juin 1944 en soutien aux combattants. Dieu Tout-Puissant, nos fils, fierté de notre nation, se sont engagés aujourd'hui dans une formidable entreprise, un combat pour préserver notre République, notre religion et notre civilisation, et pour libérer une humanité qui souffre. Le débarquement, ce sont des hommes qui affrontent la peur et le danger avec courage et l'écrivent à leur famille. C'est une lettre très difficile pour moi à écrire. Mes pensées en ce beau samedi après-midi sont avec vous tous en ce moment. Même si je donnerais n'importe quoi pour être de retour avec vous, je n'ai pas encore eu la moindre envie de me soustraire à la mission que nous avons à faire. Emmanuel Macron se fait la voix d'un jeune résistant, Henri Fertet, fusillé à l'âge de 16 ans après 87 jours d'emprisonnement et de torture. Adieu. La mort m'appelle. Je ne veux ni bandeau, ni être attaché. Je vous embrasse tous. C'est dur quand même de mourir. 1000 baisers. Vive la France. C'est de Portsmouth, au sud de l'Angleterre, que sont partis les soldats pour Sword Beach, la plage normande la plus à l'est des 5 choisies pour le débarquement des Alliés en Normandie. Les cérémonies se poursuivent ce jeudi, en France. Environ 300 vétérans participaient aujourd'hui aux cérémonies de Portsmouth. Il y a 75 ans, ces hommes, américains, français, britanniques ou canadiens, allaient traverser la Manche avant d'affronter l'armée allemande sur les plages de Normandie. Écoutez les témoignages uniques de ces héros du débarquement. Sur le bateau, il y avait des morts, il y avait des blessés, il y avait des soldats qui pleuraient en répétant « Maman, maman, maman ». Vous savez, les gens croient qu'on implore Dieu, mais quand on est en train de mourir, on implore sa mère.
En débarquant, j'ai regardé à côté de moi et j'ai vu mon lieutenant Fields. Il avait été touché par une mitraillette. Son corps se criblait de balles. Lorsque la mitraillette a cessé de tirer, il s'est effondré. Il était mort. Si t'avais pas peur, c'est que t'étais pas normal. Parce que, bon Dieu, on n'était que des gamins. L'ordre que nous avions, c'était de courir le plus vite possible en haut de la plage, où étaient les blocos. Car plus près on était des blocos, moins on risquait. Oui. À la fin, quand on arrive contre le mur des blocos, c'est nous qu'on jette les grenades par les meurtrières. Hein. J'étais un jeune soldat et je voyais toutes ces vagues de soldats qui débarquaient. Je me suis dit que la guerre était perdue pour nous et que désormais Hitler devait arrêter le conflit. Oui, ça m'a traversé l'esprit, surtout quand j'ai vu le nombre de gens qu'il a sacrifiés ici. Souvent, je me demande est-ce que ça en valait la peine. Je ne pense pas que c'est parce que personne ne se pose la question. Mais tout est oublié, n'est-ce pas? Tout est oublié. Je n'échangerai pas ce que j'ai vécu là, même contre $1 million. Mais même pour $1 million, je ne voudrais pas le revivre. Je me suis penché vers lui et je lui ai pris la main. Je voulais qu'il sache qu'il n'était pas seul. Il m'a serré la main comme pour dire que ça allait. Et il est mort. Il est mort. C'était un jeune gars, un gamin. Et il était mort. Le littoral normand porte encore de nombreux stigmates du débarquement. Sur les plages comme au fond de l'eau, l'offensive militaire a laissé des traces. Véritable lieu d'histoire et de mémoire, les plages du débarquement pourraient être bientôt inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Olivier Péguy. Le débarquement 75 ans après. Les vestiges, encore visibles, comme autant de fragments de mémoire. Et puis il y a ces morceaux d'histoire engloutis sous les eaux. Une équipe de spécialistes français vient d'en faire le recensement au large des côtes normandes. 150 épaves, des bâtiments de guerre, des navires de transport, des morceaux de ponton, des blindés. Les archéologues du ministère de la Culture l'assurent, tous ces vestiges ont été coulés le 6 juin 1944 lors de la bataille du débarquement. C'est un navire de transport de troupes, donc assez grand, mais il a sauté sur 2 mines. L'épave a été brisée en 3 morceaux. Ces vestiges maritimes sont de plus en plus fragiles, attaqués par la corrosion. Leur découverte et leur recensement viennent compléter le dossier que la France va transmettre à l'UNESCO, un dossier de candidature visant à classer les plages du débarquement au patrimoine mondial de l'humanité. L'UNESCO devait donner sa réponse en juillet, ce sera finalement en 2021. Il y a 5 ans, Vladimir Poutine était présent pour les commémorations du débarquement. Mais cette année, le président russe n'a pas reçu d'invitation et il recevait aujourd'hui à Moscou un invité de marque, le président chinois Xi Jinping. Les deux hommes entendent renforcer les relations entre leurs deux pays. Moscou souhaite attirer les investisseurs chinois déjà très présents en Russie. Maxime Dios-Duplan. Tout ici est écrit en chinois et en russe. Le quartier d'affaires Greenwood, situé à 1 heure de route de Moscou, est l'un des plus grands projets d'investissement chinois en Russie. Des bureaux, un hôtel, une salle de congrès et plus de 120 grandes entreprises publiques et privées de Chine qui ont leurs bureaux ici. Greenwood pourrait être encore multiplié par 5 si l'entente commerciale entre la Chine et la Russie continue. Ressources naturelles, technologies très développées, de nombreux professionnels hautement qualifiés travaillent en Russie. Nous avons eu de très bonnes opportunités de développement ici au cours des 10 dernières années. Si au début nous n'avions pas eu confiance à 100%, nous ne serions pas venus ici. En plus, nous avons des relations bilatérales très stables au niveau des gouvernements.
Au cours des 10 dernières années, les entreprises chinoises ont investi plus de 50 milliards de dollars en Russie. De nouvelles tendances se dessinent. Les investisseurs se tournent vers l'agriculture et les produits pharmaceutiques. En Chine, il y a de plus en plus de monde et un manque de place. Alors l'initiative de la nouvelle route de la soie de Xi Jinping pousse également les entreprises chinoises à trouver de nouveaux marchés, ce qui est clairement une grande chance pour la Russie. De nouveaux contacts vont être noués lors du forum économique qui se tient ce vendredi à Saint-Pétersbourg. En pleine visite officielle, le président chinois sera sur place en compagnie de Vladimir Poutine, bien sûr. Dans l'actualité également, le gouvernement français se félicite de l'augmentation des ventes d'armes à l'étranger. Plus de 9 milliards d'euros de recettes en 2018, soit une hausse de 30% sur un an. L'Arabie Saoudite ou le Qatar figurent parmi les principaux clients. Les détails avec Sandrine Delorme. La France, troisième pays exportateur d'armes dans le monde. 9,1 milliards d'euros en 2018, 13% des emplois industriels de l'Hexagone, 200 000 postes, une avalanche de chiffres mis en avant par le gouvernement français qui se félicite de la bonne santé du secteur de l'armement, mais pas que. Les Français ont besoin de transparence, affirme le gouvernement, d'autant plus après les dernières mais régulières protestations d'ONG et de parlementaires concernant les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats. Le rapport, transmis mardi aux députés, se veut donc plus accessible, plus précis et détaillé que les années précédentes. On y apprend que sur ces 10 dernières années, l'Inde reste le plus gros client de la France pour ses commandes de chasseurs Rafale. Mais pour 2018, en première place arrive le Qatar, suivi par la Belgique et l'Arabie Saoudite. Le Qatar a acheté pour 2,4 milliards d'hélicoptères NH90 et de Rafale. La Belgique a commandé pour 1,1 milliard de blindés. Et Riyad demeure le troisième client de Paris à près d'1 milliard d'euros. Et la ministre des Armées de répéter qu'entretenir des relations économiques avec ces pays, c'est garder une prise sur des régions clés pour nos propres intérêts. Dans ce rapport, le gouvernement répète aussi que ces exportations d'armes sont soumises à un processus de contrôle interministériel rigoureux et le décrit. Et il affirme avoir obtenu des assurances. Les armements vendus à l'Arabie aux Émirats ne sont pas utilisés contre des civils dans le conflit au Yémen. La coalition menée par Riyad est engagée depuis mars 2015 dans cette guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts. L'actualité en bref, à présent, l'ex-ministre français de l'Intérieur et actuel maire de Lyon, Gérard Collomb, dans le collimateur de la justice. Des perquisitions ont eu lieu à son domicile ainsi qu'à la mairie de Lyon. L'enquête porte sur les soupçons de détournement de fonds publics. Le groupe Renault envisage des poursuites contre son ex-PDG Carlos Ghosn après qu'un audit interne a identifié 11 millions d'euros de dépenses suspectes. L'affaire Ghosn qui éclabousse par ailleurs 2 autres personnalités en France. L'ex-garde des Sceaux Rachida Dati et le criminologue Alain Bauer sont visés par une enquête pour corruption. Et puis un mot de football, pas de changement à la tête de la FIFA. Gianni Infantino a été réélu pour un 2e mandat à la présidence de l'instance internationale de foot. Il était le seul candidat en lice. Son mandat court jusqu'en 2023. On termine ce journal par un documentaire consacré à un ténor de légende, Luciano Pavarotti. L'occasion de revoir le chanteur italien sur scène et en coulisses et surtout d'entendre cette voix inoubliable qui continue de donner des frissons. Olivier Peggy. Luciano Pavarotti, une légende de l'opéra. 12 ans après sa mort, le ténor italien ressuscite grâce au cinéaste américain Ron Howard, qui lui consacre un documentaire riche en archives. On retrouve Pavarotti sur scène, bien sûr, mais on découvre aussi des aspects plus personnels de sa vie. Je ne savais pas grand-chose de lui au départ. J'aimais bien l'opéra, mais sans être un grand connaisseur. Et la façon avec laquelle il a vécu sa vie, son engagement dans la musique, sa capacité à chanter et son histoire personnelle, en étudiant tout cela, j'ai fini par réaliser que tout était très cinématographique. Né en 1935 à Modène en Italie, Pavarotti a connu un succès planétaire en interprétant les plus grands airs d'opéra, mais aussi en chantant avec des artistes venus d'autres horizons. Et puis, il a mis sa notoriété au profit de causes humanitaires. He became completely obsessed by what he could do for others.
Pourquoi se consacrer à une forme d'art aussi difficile et stimulante que l'opéra ? C'est ce que nous avons voulu montrer dans ce documentaire. C'est presque un exploit sportif de chanter ainsi. Et ce genre d'engagement, on le trouve dans l'opéra, mais aussi dans d'autres types d'activités humaines. Ce documentaire sur Luciano Pavarotti sortira dans les salles de cinéma aux États-Unis dans les prochains jours et dans les prochaines semaines en Europe. The reason he is great is he lived those songs. The mistakes you've made, the hopes, the desires, all that comes crashing into the performance. Luciano was the one and only. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur Euronews pour d'autres informations. Très bonne soirée et à demain.